on se présente brièvement. Donc, Thomas. Judith. Et on est les co-directeurs de la campagne également Colistier. D'abord, moi, je voudrais commencer par prendre le temps de vous remercier parce que vous êtes presque 150, je crois, dans cette salle et d'être venus aussi nombreuses et nombreuses, surtout en plein milieu des vacances scolaires. Ça fait vraiment très plaisir. J'espère que le meeting sera à la hauteur de vos attentes. Je voudrais aussi dire que voilà. J'espère que voilà, je voulais aussi dire que la campagne commence à prendre une tournure qu'on trouve assez exceptionnelle. Pour vous dire, depuis les derniers mois, on a rencontré plus de 35 000 personnes. Peut-être vous faites partie de ces personnes qui ont été rencontrées, qui ont eu la chance de parler avec un militant, une militante, de recevoir un tract un jour. Et voilà, je voudrais dire pour ça aussi bravo à tous les militants, toutes les militantes et les militants qui prennent le temps d'aller à la rencontre des Boulonnaises et des Boulonnais. Bravo. Comme vous le savez, on est sur une liste d'Union de la gauche et des écologistes. Donc, parmi les composantes de la liste, vous avez les partis dans l'ordre de la bannière, les écologistes, la France Insoumise, le PCF, Génération, Debout, l'Après et Rêve, la Révolution écologique pour le vivant. Et on aura des prises de parole de colistiers et de colistières. Et je vous demanderai juste si vous n'avez pas déjà éteint votre portable ou mis en mode avion, vous pouvez le couper. Du coup, comme l'a dit Thomas, on est très heureux de cette campagne très dynamique et il va rester pour le premier tour une semaine marathon. Et donc, si vous voulez vous joindre à nous, nous aider, savoir ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à venir nous parler à la fin pour qu'on vous mette dans les boucles, qu'on vous donne des indications. Et également, ce qui va être très important dimanche prochain, c'est la participation. Et donc, le nerf de la guerre, c'est que tous les Boulonnais qui peuvent mettre un bulletin pour l'Union de la gauche et des écologistes le fassent. Et pour ça, si vous n'êtes pas là, il faut que vous nous demandiez de vous trouver un mandataire pour pouvoir quand même voter. Et si vous êtes là et que vous voulez qu'on gagne, il faut vous présenter pour recevoir une procuration. Pour ça, vous avez toutes les infos sur notre site ou pareil, venez parler à Thomas ou moi à la fin du meeting. Pour la suite, donc, on va être ensemble pour des prises de parole pendant une petite heure et ensuite on aura un super apéro vegan du café Soa que vous connaissez certainement à Boulogne. Et donc on va avoir le plaisir d'entendre des colistiers et des colistières qui représentent plusieurs composantes de notre liste. Pauline Rapilly-Ferniaud, notre tête de liste écologiste, future maire de Boulogne, effectivement. Ainsi que nos 3 députés de gauche du département qui nous font le plaisir d'être ici ce soir. Elsa Fossillon, Sabrina Sebaï et Aurélien Satoul qui se fait attendre. Du coup, je vous souhaite un excellent meeting et j'espère que vous allez passer un bon moment. Oui, donc sans plus attendre, on va d'abord donner la parole à 3 colistiers. Donc en premier, Martin Brosselard-Federbe, qui habite à Boulogne depuis presque 30 ans et qui est soutien de la France Insoumise depuis 2021, mais qui est devenu militant actif après la dissolution en 2024. Il est ingénieur d'affaires et à titre personnel, les infos disent qu'il est fan du PSG et qu'il a comme projet structurant de sa vie de lire tous les romans d'Agatha Christie. Je trouve que c'est un but dans la vie qu'on peut applaudir. Et également, il a un point commun très important avec Thomas Mainguy-Sourdin, notre super co-directeur, et Pauline Rapilly-Ferniaud, c'est qu'il a un nom de famille composé qui fait faire des cauchemars à notre graphiste. Voilà. Martin. Merci à vous, j'espère que vous allez bien. Vous n'allez pas y couper, je vais commencer par quelques remerciements qui sont d'usage. Donc je vais commencer par remercier Pauline du coup qui a mené cette liste d'unions ainsi que l'ensemble des composantes de cette union. Donc je ne vais pas tous les reciter, Thomas l'a déjà fait et comme ça je suis sûr de ne pas en oublier un. Je vais remercier Thomas et Judith qui ont fait aussi un super boulot pendant cette campagne, qui ont été un peu les chevilles ouvrières, qui ont fait en sorte que tout soit délivré en temps et en heure, ce qui n'est pas rien. Si on n'avait pas déposé la liste à temps, ça aurait été un peu compliqué. Je vais forcément aussi remercier mes camarades insoumis qui se sont mobilisés pleinement et qui ont répondu présent pendant vraiment toute cette campagne, donc vraiment merci à eux.
Et puis, tout simplement, je vais vous remercier, vous, aujourd'hui, qui êtes dans cette salle, ainsi que l'ensemble des militants qu'on a croisés chaque jour sur le terrain, qui étaient vraiment pleinement mobilisés et qui ont pu faire en sorte que cette campagne soit ce qu'elle a été, c'est-à-dire vraiment une campagne dynamique et une campagne entraînante pour tout le monde. D'autant plus que, on le sait, militer à Boulogne, c'est pas forcément super facile quand on est de gauche. On est quand même dans une ville où le maire de droite a été réélu en 2020 au premier tour, et pourtant vous êtes là. En 2022, à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, ici, a fait plus de 40% des voix. Et pourtant, vous êtes là. Et vous êtes là parce qu'au fond de vous, fondamentalement, vous croyez dans les forces du collectif. Vous êtes convaincus qu'on a besoin aujourd'hui de mesures sociales fortes, de services publics qui soient de qualité et dignes pour vraiment chacun des Boulonnais. Et vous refusez de céder lorsqu'on va vous présenter des politiques néolibérales qui vont essayer de vous pourrir la vie, ainsi que celle de vos voisins. Et ça, c'est pas rien de dire non à ça. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes habité par toutes ces convictions et parce que vous êtes mobilisés. Et je vais finir là-dessus. C'est parce que vous êtes là. Et tant qu'il y aura un seul d'entre vous qui sera habité par ces convictions et qui sera mobilisé, alors je vous dis pas que ça sera demain ni après-demain, mais moi j'en ai aucun doute, on finira par faire passer Boulogne à gauche. Merci à vous. Merci beaucoup Martin. Donc pour la deuxième colistière cette fois, Nathalie Vallée. Donc Nathalie, tu as 59 ans. Ça fait 30 ans que tu as été directrice de production pendant 30 ans. Tu t'es reconvertie dans presque 30 ans, tu t'es reconvertie dans le social. Et elle me racontait tout à l'heure son engagement associatif à Boulogne-Billancourt qui est assez impressionnant. Je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est énorme. Mais tu as fait des maraudes avec l'unité locale de la Croix-Rouge française à Boulogne, de l'accompagnement au logement, de l'aide pour les demandeurs d'asile, et tu as travaillé auprès du foyer près de la Poste, Boulogne-Jean Jaurès, au niveau du boulevard Jean Jaurès. Et aujourd'hui, tu es bénévole, tu continues d'être bénévole et tu héberges des mineurs isolés. Donc je vous demande d'applaudir Nathalie Vallée. Merci, merci à toutes et à tous pour votre présence ici ce soir, ça fait chaud au cœur. Merci à l'équipe de campagne pour l'organisation de cette réunion. Et merci à tous nos camarades militantes et militants pour leur mobilisation et cette dynamique pendant cette campagne. Personnellement, je suis ravie que Génération soit partie prenante de cette union de la gauche et des écologistes, car on a vraiment un rôle à jouer pour les Boulonnaises et les Boulonnais. Avec tous les autres partis qui composent cette liste d'union et la société civile, nous défendons des valeurs de solidarité et de justice sociale pour les Boulonnaises et les Boulonnais. Notamment en matière de logement, où la ville est déficitaire concernant les logements sociaux et les logements à prix abordables, et où Boulogne se maintient en deçà de la loi SRU. Donc la loi SRU étant la loi qui dit qu'il faut 25% de logements sociaux. Il est important aussi pour tous les habitantes et les habitants de cette ville de pouvoir accéder aux soins et que l'on éradique la médecine à deux vitesses pour combattre par principe d'égalité. Nous voulons aussi faciliter l'accès à la culture pour toutes et tous en développant des moyens appropriés auprès des acteurs principaux de la ville. Et notre programme promouvra, entre autres, des axes forts sur ces thématiques. Pour ça, il est important de vous mobiliser dès le premier tour pour nous aider afin de peser au maximum. Voilà. Merci pour votre présence ce soir. Merci Nathalie. Et on va terminer par Fred. Donc Fred, toi, tu as 58 ans, tu habites Boulogne depuis 1995. Et tu as vu grandir tes enfants, on en parlait là aussi tout à l'heure, dans le quartier du Pont de Sèvres. Ils ont pu participer aller à la patinoire, à la piscine, faire du judo. Et de ce que je comprenais, tu le souhaitais aussi à tous les jeunes parents à Boulogne-Billancourt. De ton métier, tu es gazier électricien, syndicaliste. Tu t'es aussi beaucoup investi dans un projet au sein de l'Union de la gauche et des écologistes, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une mesure phare sur le centre de santé municipal conventionné secteur 1. Et ce qu'il ne vous dira pas, c'est qu'en octobre 2024, il a créé un groupe WhatsApp, il a animé un groupe de travail au sein de l'Union
pour porter cette mesure, et c'est aujourd'hui grâce à ça qu'on porte aussi fortement cette mesure et qu'on a pu la développer et l'instruire. Donc je vous demande d'accueillir Fred. Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Je suis le deuxième candidat communiste de cette liste d'union. La première candidate, c'est Isabelle Guaita. Elle est actuellement en vacances, donc elle vous fait un petit coucou et elle s'excuse de pouvoir participer à ce meeting. Donc comme je disais, je suis le deuxième candidat communiste de cette liste d'union, une union qui a été difficile à mettre en place. Mais aujourd'hui, tous les partis qui la composent, ou Orga, ont fait le même constat. Les boulonnais de gauche méritent une union la plus large possible pour être respectés à leur juste valeur et représentés au conseil municipal. Et c'est ce qui nous a porté, c'est ce qui nous porte. Et tout ce qui vient d'être dit et tout ce qui va être dit après, au nom du Parti communiste de Boulogne-Billancourt, on le partage et on le porte pleinement. Comme Thomas vient de le dire, je suis particulièrement attaché au service public, alors déjà de par mon métier, mais surtout par mes convictions. Une ville sans service public est une ville sans âme, et Boulogne pourrait rapidement devenir, si on ne développe pas rapidement une vraie offre de santé accessible à tous, le centre municipal de santé pourrait bien pallier à cela. La perspective de la rénovation d'un agrandissement d'Ambroise Paré est une chimère, elle n'améliorera pas l'offre de santé aux Boulonnais, pas du tout, et elle va même diminuer celle aux usagers du secteur. Mais ça, c'est un autre débat. Comme communiste, l'histoire ouvrière de Boulogne nous concerne toujours, et particulièrement vis-à-vis des usines Renault. Dans la période actuelle, tous les lieux de mémoire sont importants à faire connaître, à connaître et à développer. Notre ambition, c'est que Boulogne-Billancourt devienne encore plus une ville porteuse d'histoire comme elle l'est déjà. Et ça fait partie de nos projets. Donc le 15 mars, n'hésitez pas, votez pour nous. Bon, merci Martin, merci Fred, merci Nathalie. Nous allons maintenant donner la parole aux 3 députés du 92 qui nous font l'honneur de venir nous soutenir ce soir. Ils sont issus de 3 composantes du NFP différentes, mais ils ont été élus et réélus comme représentants de l'Union de la gauche et des écologistes. Ils sont également tous 3 ou ont été élus municipaux ou adjoints au maire, et donc ils connaissent la réalité des municipalités du 92, et ils montrent qu'au-delà des clichés, les Hauts-de-Seine, ça peut aussi être une terre de gauche. Donc pour commencer, on va commencer avec Sabrina Sebailly. Bonjour. Donc vous êtes élue députée écologiste au moment de la NUPES en 2022, dans la 4e circonscription de notre département. Vous représentez à l'Assemblée nationale donc les habitants de Nanterre et de Suresnes. Et avant, vous avez été également, pendant plusieurs années, adjointe au maire d'Ivry-sur-Seine, et cette année candidate à Nanterre. Et à l'Assemblée nationale, moi ce que j'ai retenu, c'est que vous portiez des combats qui sont toujours plus importants, je pense, et dont on a déjà parlé dans notre monde et dans notre pays, ceux contre la lutte contre l'extrême droite, le racisme et l'islamophobie. Et donc sans plus tarder, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être là en voisine, même si ce n'est pas tout à fait le même territoire, là où je suis élue députée, et Elsa en dira peut-être la même chose. En tout cas, moi, c'était drôle, parce que tout à l'heure, j'entendais, c'est une campagne entraînante, mais on n'en attendait pas moins de Pauline, d'avoir une campagne entraînante. À vrai dire, quand je suis arrivée, je m'attendais à avoir le canapé. Donc, je suis un peu déçue, en fait, de pas avoir le canapé, mais écoute, on va faire sans, ce n'est pas grave. D'abord, bravo, parce que même si je sais qu'il manque une composante du nouveau Front Populaire, en réalité, c'est le nouveau Front Populaire qui est là ce soir. Donc bravo déjà pour avoir réussi à réunir toutes ces forces de gauche et écologistes autour de toi dans cette campagne des municipales. C'est pas une mince affaire. Tout à l'heure, je regardais, je crois qu'il n'y avait que 44 villes en France où il y a une alliance aussi large que la tienne. Donc, tu vois, sur 36 000 communes, ça en fait, tu vois, tu fais partie du top 50 en termes d'union de la gauche et des écologistes. Et c'est pas une petite chose, parce que dans un département comme les Hauts-de-Seine, qui est dominé par la droite depuis des décennies, l'union de la gauche et les écologistes, c'est pas une option tactique, c'est la seule manière de gagner. C'est comme ça qu'en 2022, on récupère des députés sur le département, c'est parce qu'on a fait cette alliance
très large qui nous a permis d'aller gagner des circonscriptions. On était même 4 députés avant la dissolution. On avait réussi à en avoir 4. Et donc, c'est une nécessité politique. C'est une nécessité politique parce que ça a été dit, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. Et je crois qu'à Boulogne-Billancourt, c'est vraiment l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire dans une ville. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout changer, en commençant par le 15 mars, en allant voter pour Pauline et la liste rassemblée de la gauche et des écologistes. Je le disais tout à l'heure, les Hauts-de-Seine, c'est un département de droite, mais c'est surtout un département qui est présenté comme un département privilégié. Et c'est vrai que quand on regarde, il concentre des richesses immenses, ce département. Mais ce qu'on dit moins, c'est que c'est aussi l'un des départements où les inégalités sont les plus importantes. D'une ville à l'autre, entre Neuilly et Gennevilliers, entre Boulogne et Nanterre, les écarts de revenus, d'accès au logement, aux services publics sont immenses. Et la question de politique fondamentale, c'est pas la richesse de ce territoire, mais c'est la manière dont elle est partagée sur notre territoire. Et donc, dans notre département, que ce soit la gauche, les écologistes qui travaillent et qui font dans leur mandat ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent, c'est un territoire où personne ne devrait être exclu du logement, des soins ou de sa qualité de vie. Or, on ne peut que constater que c'est le cas. Ça a été donné comme exemple sur le logement ou la santé. Et je vais commencer par le logement, parce que c'est pas un petit sujet, la question du logement. Boulogne-Billancourt, aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus chères de France. Donc, difficile de se loger. Mais la ville ne compte que 16% de logements sociaux, alors que la loi impose des 25%. Donc, des milliers de familles qui sont exclues, bien évidemment, dans les demandes de logement pour pouvoir accéder à ces logements. Ça veut dire des enseignants, des infirmiers, des jeunes actifs, des familles, etc. Donc, plein de personnes qui peuvent peut-être travailler dans cette ville, mais qui ne peuvent pas y vivre parce qu'il n'y a pas une offre de logement qui correspond. Mais ce qui est plus intéressant quand on gratte un peu sur cette question du logement, et c'est ça qui est intéressant quand on va dans les villes de droite, c'est que vous savez, ces élus de droite, ce sont les premiers à être à l'Assemblée nationale à taper sur les délinquants. Oui, c'est très grave ce qu'ils font, etc. Oui, c'est très grave. Et d'ailleurs, c'est très grave d'avoir des maires délinquants, comme c'est le cas ici, qui ne respectent pas la loi SRU et les 25% de logements sociaux. Et donc, je crois qu'il faut vraiment le répéter, parce que nous, on a eu des débats animés à l'Assemblée sur la question du logement. On les a choqués en disant que les maires étaient des délinquants quand ils ne respectaient pas la loi. J'ai dit, en fait, c'est simple, vous prenez le discours de la droite, eux, ils disent des jeunes délinquants tout le temps. Bah oui, un maire qui respecte pas la loi, c'est un maire délinquant. Voilà, c'est pareil. Et donc, je crois que, mais ça, je ne m'inquiète pas, que quand vous serez à la tête de cette ville, vous respecterez bien évidemment la loi. Il y aura de la construction de logements sociaux, de la rénovation des logements, pour que chacun puisse avoir un logement digne dans cette ville, pour pouvoir y vivre. La deuxième hypocrisie de la droite, c'est sur la question de l'écologie. Parce qu'on m'a soufflé dans l'oreille qu'il y avait une maison de la planète à Boulogne-Billancourt. C'est très intéressant, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la loi du plomb, d'ailleurs Thomas, la loi du plomb, parce que le Sénat quand même, non mais parce que nous, je dois vous dire que nous, à l'Assemblée, on récupère tous les textes pourris qui arrivent du Sénat, ils arrivent chez nous, et donc la loi du plomb qui vient d'un sénateur LR, vous en avez tous entendu parler, c'est cette loi qui veut remettre les pesticides dans notre agriculture, donc ça pollue les sols, ça pollue les eaux bien évidemment, mais ça pollue aussi, et ça rend malade les agriculteurs eux-mêmes, mais aussi les consommateurs que nous sommes, donc parce que tout cela arrive dans nos assiettes, et bien c'est un sénateur LR, du même groupe politique que le maire ici, et il y avait eu une pétition qui avait été signée par plus de 2 millions de personnes pour demander l'abrogation de ce texte, mais ils ne se sont pas dégonflés, car maintenant nous avons la loi du plomb 2 qui va arriver, donc comme quoi on les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Alors si vous gagnez la ville, pitié, restez-y au moins 20 ans à la tête de cette ville, ne les laissez pas revenir. Ensuite, sur la santé, ça a été dit, souvent c'est très lié, les questions d'écologie et de santé, elles sont énormément liées, et l'accès aux soins, c'est aussi une question de justice sociale, et à Boulogne, on m'a dit que près d'un quart des médecins ne sont pas conventionnés secteur 1, ce qui rend les consultations forcément plus chères, moins accessibles pour de nombreuses familles, et je sais que vous avez, dans votre proposition, un centre municipal de santé pour avoir un accès aux soins pour tous, et c'est bien parce que vous voyez, quand il y a des villes qui sont déjà de gauche et qui sont installés. Nanterre, par exemple, on a 3 centres municipaux de santé. Donc, eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour la ville de Boulogne. Au lieu d'investir à droite, à gauche cet argent, eh bien, il servirait beaucoup mieux aux habitants de Boulogne pour pouvoir se soigner, se loger, être en sécurité et profiter d'un environnement sain dans leur ville. Le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est que ce qui est important aussi, pourquoi c'est important d'aller voter pour balayer cette droite, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit bien la tentation dans le pays de cette droite dite anciennement républicaine qui maintenant ose faire des accords avec l'extrême droite pour aller récupérer des villes.
Et c'est pas un petit sujet quand on connaît le contexte national, ça a été dit tout à l'heure, l'explosion et la libération de la parole raciste, antisémite, toutes les discriminations auxquelles on assiste, et de voir cette droite finalement qui a perdu toute sa boussole républicaine pour aller faire des accords, y compris d'ailleurs jusqu'à la présidentielle, parce que Retailleau n'exclut pas de peut-être envisager cette alliance, y compris à la présidentielle, eh bien c'est important d'avoir des villes qui basculent à gauche, justement, parce que les villes, en 2027, si malheureusement notre pays bascule dans le fascisme, ça sera le dernier rempart en matière de politique publique. Ça sera le dernier rempart pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre dignement et en sécurité dans ces territoires. Donc, c'est pour ça que le 15 mars, il faudra aller voter massivement, justement pour faire ce barrage. Et enfin, pendant longtemps, on nous a expliqué que les Hauts-de-Seine étaient un territoire réservé à la droite. On nous a expliqué que dans ce département, la gauche devait se contenter de résister. Alors moi, je dis, on va pas se contenter de résister, on va plutôt aller en conquête, on va aller gagner des villes, on va aller bouleverser les équilibres et reprendre aussi le pouvoir sur ce territoire. Et puis surtout, à chaque fois qu'on parle de justice sociale, quand on parle de logement, d'écologie du quotidien, eh bien en fait, c'est aussi pour cela qu'on s'engage en politique, qu'on veut faire changer les choses. Donc, au fond, les habitants des Hauts-de-Seine, ils veulent tous la même chose, je crois, qu'on soit dans une ville de gauche ou qu'on habite malheureusement dans une ville de droite comme à Boulogne, c'est vivre dignement, respirer un air sain, pouvoir se loger, élever ses enfants dans une ville qui n'exclut personne. Alors moi, je n'ai qu'un message à vous passer ce soir, c'est le 15 mars, c'est très simple. Quand on habite dans un immeuble, une maison, peu importe ce qu'on veut, on prend ses enfants, sa famille, ses voisins, le quartier, qui on veut, et on va au bureau de vote et on met un bulletin de vote, Pauline, rapide. Et on appuie sur le bouton 5. Ah oui, ça irait encore plus vite pour le dépouillage, comme ça vous saurez tout de suite que Pauline est en tête le soir du premier tour. Donc on appuie sur le bouton 5 le 15 mars. Merci Sabrina. Alors maintenant, on va donner la parole à Elsa Faucillon, qui est militante PCF depuis 2006, conseillère municipale de Gennevilliers depuis 2014 et députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine depuis 2017, c'est-à-dire Colombes et Gennevilliers. Vous êtes battue à l'Assemblée nationale, comme dans votre circonscription, pour des sujets dont nous ont parlé nos colistiers et Sabrina, qui sont très importants et qui sont des sujets également importants à Boulogne, d'accès au logement, de se battre contre la fermeture des classes, contre la banalisation de la haine, et la liste est encore longue, et donc je vais vous laisser nous en parler. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Il manquait un truc, j'ai vécu à Boulogne pendant 1 an dans ma vie, voilà, c'était il y a longtemps. Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je veux remercier chacune et chacun d'entre vous, les candidates, les candidats, les militants, celles et ceux qui soutiennent la liste ou qui peut-être se questionnent encore ce soir. Moi, je crois que cet engagement, il faut le saluer particulièrement dans la période que nous vivons, un moment où le pays est en doute, où les colères sont profondes, où l'extrême droite, au moment où on parle d'extrême droite, il y a un chien qui aboie, prospère sur les fractures sociales. Et puis, avec une inversion des valeurs qui est absolument vertigineuse, où vous l'avez entendu ces dernières semaines, fascisme et antifascisme sont présentés comme les deux faces d'une même pièce. C'est pourtant, face à la montée du fascisme, notre démocratie, notre République qui sont en jeu. Et pendant ce temps, on a un pouvoir en place, maintenant depuis 9 ans, et je confirme, c'est long, qui continue la même politique, moins pour les services publics et toujours plus pour les plus puissants. On l'a vécu au travers des longs mois sur la question du budget à l'Assemblée nationale. Donc être là ce soir, rassemblés, je considère que ce n'est pas banal et aussi que c'est une force, tout comme le rassemblement de forces politiques, mais aussi de citoyens non encartés de la gauche et de l'écologie. Je dis merci et je crois qu'il faut l'appuyer, parce qu'on est dans une période où beaucoup de gens ont le sentiment que la politique est loin de leur vie quotidienne. Et donc, être là, en fait, pour les écouter, pour débattre, s'engager, c'est un acte important, un acte qui compte. Et si je suis parmi vous ce soir en tant que députée communiste, c'est parce que je crois profondément que la gauche a une responsabilité toute particulière, je dirais même une responsabilité historique, dans le moment précisément que traverse notre pays. La responsabilité, évidemment, je viens de le dire, de se rassembler. Mais se rassembler, pourquoi ? Eh bien, pour protéger les familles, protéger le travail, la dignité, protéger aussi le droit de vivre là où on travaille, là où on a ses attaches et là où on a construit sa vie. Je le redis,
Et c'est pas pour dramatiser, mais je crois que nous vivons une période qui a des aspects dramatiques. On est dans une période de politique grave, et l'extrême droite atteint dans notre pays des niveaux historiques. J'ai vu qu'il y avait à présent 2 listes de l'extrême droite à Boulogne-Billancourt. C'est quand même pas rien, parce que dans les Hauts-de-Seine, qui a très longtemps été étudié comme laboratoire de la droite, on disait laboratoire de l'UMP, l'extrême droite était extrêmement contenue. Elle continue à certains endroits des Hauts-de-Seine de l'être, et c'est tant mieux, mais on voit aussi, et notamment dans des villes dites bourgeoises, qu'elle prospère, et qu'elle prospère plus que dans d'autres villes des Hauts-de-Seine, et c'est un signal qu'ici aussi elle soit en ascension. Elle prospère toujours sur les inquiétudes, sur les colères, sur les injustices qui s'accumulent depuis des années, mais elle peut aussi être un outil pour la bourgeoisie. En 2024, on a connu, y compris dans le département, et évidemment les 3 députés que nous sommes ici, une forte mobilisation, y compris des quartiers populaires, qui a permis d'éviter que l'extrême droite prenne le pouvoir dans le pays. Et ceux et celles qui se sont mobilisés, non seulement ils souhaitaient refuser l'extrême droite au pouvoir, mais ils se sont aussi mobilisés en choisissant un bulletin de vote, celui d'une gauche rassemblée avec le nouveau Front populaire. Ce que je crois, c'est que quand la gauche est divisée, elle laisse le champ libre à ceux qui attisent les peurs, la haine des autres, d'ailleurs autant que la haine de soi. Mais lorsque la gauche se rassemble, elle peut redevenir une force capable de protéger et de transformer la société. L'unité, c'est donc pas un arrangement entre partis, un arrangement sur un coin de table. Je considère que dans la période, c'est une exigence démocratique et quelle est la condition pour répondre aux crises que vivent nos concitoyens. Et cette responsabilité, elle peut commencer par les communes, même si tu as raison, Sabrina, c'est réel que dans trop peu de communes actuellement dans le pays, mais bravo à Boulogne pour ce beau rassemblement. Je considère que la République, et je pense que vous le partagez, c'est pas simplement des discours à Paris ou à l'Assemblée nationale. La République, c'est la vie concrète quand elle se fait réelle et tout près. Ça peut être l'école de nos enfants, la crèche, la cantine, le sport, la culture, les services publics de proximité. Et pardon, je vais être redondante avec ce que vient de dire Sabrina, mais c'est aussi la question du logement. Parce que Boulogne est souvent présentée comme une ville attractive, une ville prospère. Et c'est vrai que quand on pense au 92, moi qui me balade un peu partout dans le pays, souvent quand je dis qu'on vient du 92, il y a une forme d'étonnement à avoir une députée communiste parce qu'on pense plutôt à Boulogne, à Levallois ou à Neuilly qu'à Gennevilliers, Bagneux ou Nanterre. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Boulogne a une image de ville attractive et prospère, mais la question qu'il faut se poser, c'est prospère pour qui ? Quand il y a aujourd'hui, pour s'acheter un bien, c'est plus, je demandais confirmation à Pauline, plus de 9 000 euros du mètre carré. C'est impossible pour la majorité de nos concitoyens. Et je veux vous rappeler qu'en Île-de-France, parce que c'est un chiffre qui n'est pas souvent donné, 70% des franciliens sont éligibles au logement social. Donc le logement social, c'est pas une question de minorité, c'est pas une question, comme on l'entend parfois dans la bouche de la droite, de cas sociaux, c'est une question de la majorité des gens qui vivent simplement de leur travail. Et donc, comment un jeune actif qui travaille à Boulogne peut-il se loger décemment dans la ville où il travaille, ou comment une famille peut y rester à l'arrivée d'un 2e enfant? C'est à ça qu'il faut pouvoir répondre si on veut être une ville pour tous. Mais on peut penser, on a cité les mêmes exemples d'ailleurs, Sabrina, quand tu es enseignant, infirmière, agent territorial, eh ben, parfois tu es obligé de quitter la ville où tu as grandi ou la ville où tu travailles pour pouvoir te loger. Donc le logement est aujourd'hui une question sociale majeure et elle reflète des choix politiques parce que depuis trop longtemps, on a laissé la spéculation immobilière organiser la ville à la place de la puissance publique. Et quand la ville compte 16% de logements sociaux, parce que la loi c'est 25%, mais en réalité, quand je vous ai dit tout à l'heure que 70% sont éligibles au logement social, quand le minimum est de 25%, en fait, vous laissez beaucoup de gens encore sur le carreau. Donc vraiment, pour nous, 25%, c'est le minimum syndical. Et très clairement, le maire de Boulogne tord la loi en modelant une ville qui est réservée à une petite minorité. La mixité sociale, c'est pas un slogan, mais regardez comment ce terme est la plupart du temps utilisé justement par ceux qui ne veulent pas de logements sociaux. Moi, je suis élue locale à Gennevilliers. Attention, il ne faut pas que ça vous fasse peur, mais nous, on a 63% de logements sociaux. On a pourtant toujours 7000 demandes parce qu'il y a des gens qui veulent rester
dans la métropole du Grand Paris et qui ne trouvent pas à se loger autour de Gennevilliers. Et on nous empêche de continuer à construire, ce qui empêche les jeunes de pouvoir décohabiter ou aux couples qui se séparent de pouvoir se séparer vraiment et de ne pas continuer à vivre ensemble. Donc le logement social, c'est ni un privilège ni une faveur, c'est ce qui permet aux classes sociales, aux classes populaires et aux classes moyennes tout simplement de vivre là où ils le souhaitent et là où ils travaillent. Et moi je pense qu'une ville qui exclut celles et ceux qui font vivre la ville finit toujours par perdre son âme, celle de Boulogne-Billancourt. En plus, je sais que Pauline va en parler, donc je ne vais pas développer, mais elle a une âme particulière. C'est celle qui a connu les travailleurs et les grévistes de chez Renault et qui a connu de sacrées luttes ouvrières, de sacrées conquêtes sociales. Et une ville, ça ne peut pas devenir un produit immobilier parce que c'est une communauté humaine. Et puis, c'est clairement ici une ville qui se met au diapason des politiques macronistes en matière de logement, avec des aides qui ont été réduites, des bailleurs sociaux fragilisés et une logique financière qui prend le pas sur la réponse aux besoins. Et clairement, quand la puissance publique se retire en matière d'égalité, ce ne sont pas les besoins qui gagnent, toujours les intérêts financiers. C'est pour ça que les élections municipales comptent autant. En fait, on peut décider d'un autre cap à l'échelle communale, et je vous le dis, c'est pas facile. Parce que même quand on a réussi à gagner la ville, ce que je vous souhaite, avec les habitants, il faut les mettre en bataille. Parce que face au budget macroniste, qui va retirer parfois 5 millions, parfois 8 millions par an à une commune, pour pouvoir répondre aux besoins des habitants, il va falloir des élus qui considèrent qu'il faut à la fois allier de la gestion, c'est important, il faut une gestion rigoureuse dans une ville, mais aussi se mettre en lutte avec les habitants. Et je te souhaite ça, vraiment, je vous souhaite ça, parce que réussir à organiser une force collective dans une ville, permettre d'aller arracher des victoires, c'est une très belle expérience. Mais je sais ici pouvoir compter sur vous sur cette question du logement, avec la rénovation pour résorber les passoires thermiques, avec la construction de logements sociaux. Et je sais aussi que ici, la question démocratique pour vous est importante, parce que ce qui fait la force d'une ville, c'est pas juste le programme, les décisions prises, même si c'est un contrat démocratique majeur, c'est aussi la manière dont on le décide. Et dans une période où la démocratie est quand même bien abîmée, et je dirais avec un moment qui a été particulier, c'est celui du 49.3 sur la réforme des retraites, on a encore plus besoin d'aller rechercher le dialogue, la transparence, la concertation, le faire ensemble avec les habitants au niveau communal, parce qu'en fait, on ne gouverne pas une ville en surplomb, on la gouverne avec ses habitants et ses habitantes. Et je sais pouvoir compter sur vous, parce que vous ne considérez pas ici que les habitants, c'est un problème, mais que c'est une force collective à organiser. Et c'est une force, tout comme votre unité en est une, elle a été construite dans la durée. Ça n'a pas toujours été simple, mais on ne va pas vous donner de leçons, parce qu'au niveau national, on n'est pas aussi performant sur la question. Et que face à la montée de l'extrême droite, je considère, et au niveau local et au niveau national a fortiori, que la pire des réponses serait justement la division. Face aux inégalités qui se creusent, la pire des réponses, ce serait le renoncement. Donc on a besoin d'une gauche qui se rassemble sans renoncer, et je crois que c'est précisément le cap que vous vous fixez. Je veux vous le dire, rien n'est écrit d'avance. Une chose est certaine, c'est qu'il va falloir aller chercher tout ça avec les dents, mais je sais que depuis plusieurs semaines, vous êtes particulièrement mobilisés, et c'est par ça que ça va passer, aller parler autour de soi, convaincre, s'engager, avec peut-être cette question auprès des Boulonnais et des Boulonnaises. Est-ce que vous voulez vivre dans une ville qui sélectionne ses habitants par le prix au mètre carré, ou une ville qui fait de la place à toutes celles et ceux qui la font vivre? J'ai conscience que ça demande beaucoup d'efforts, et je ne vais pas vous donner de leçons, parce que franchement, je pense que en tant qu'élu de Gennevilliers, ça serait très facile, vu les scores, de venir vous donner des leçons. Je pense que c'est plus compliqué ici, et pour avoir milité un peu à Boulogne, un peu à Puteaux, je me rends compte de ce que ça peut donner. Donc je peux simplement vous donner beaucoup d'encouragement, vous dire aussi merci pour ce que vous faites, parce que c'est regardé et ça compte. Alors haut les cœurs. Merci Elsa Faucillon. Donc vous ne nous donnez pas de leçons, et je pense qu'à Boulogne-Billancourt, on a quand même beaucoup à apprendre aussi des autres communes.
Pour terminer, avant la prise de parole de Pauline, on reçoit Aurélien Saint-Toul, dont vous étiez conseiller municipal de Montrouge entre 2020 et 2023. Vous êtes député des Hauts-de-Seine depuis 2022 aussi, et vous l'avez peut-être aussi connu par le fait que vous avez été rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT, dont vous étiez à l'origine, et il me semble que vous avez dit que c'était pour faire la lumière sur 35 ans de libéralisation de l'audiovisuel public. Donc je ne vais pas être plus long, et je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci Pauline de m'avoir proposé de prendre la parole. Merci à tous les camarades qui ont organisé cette soirée. Merci évidemment à mes collègues Sabrina et Elsa. Je suis toujours ravi de pouvoir prendre la parole avec elles parce que en réalité, je crois que tous les trois, on incarne avec des sensibilités différentes, avec des styles un peu différents, mais une seule chose, la victoire du nouveau Front populaire, et c'est de ça dont je vais vouloir vous parler essentiellement. Je ne veux pas vous raconter Boulogne-Billancourt, vous la connaissez infiniment mieux que moi, et je ne crois pas que je vous apporterai quoi que ce soit en évoquant ce sujet. Ce que je sais, en revanche, c'est que la première fois que j'ai été candidat à une élection, c'était une élection municipale en 2020, et c'était exactement dans ce format. Peut-être pas tout à fait, il n'y avait pas le Parti communiste en fait. Mais c'était, à Montrouge, c'était un peu compliqué. Mais c'était un format très très proche de celui-là, celui que représente Pauline en étant tête de liste. Autant vous dire que ça nous a plutôt bien réussi quelques années après. Donc, aujourd'hui, et depuis quelques années, vous bâtissez quelque chose qui, en réalité, a de l'avenir et qui a aussi déjà désormais un petit passé. En 2024, on a gagné. Vous le savez tous, on a gagné. Et c'est de ça dont il est question. Cette élection municipale, évidemment, c'est un moment pour changer Boulogne, c'est un moment pour changer la vie. Mais ne laissez jamais dire que ça n'est qu'une élection locale. Qu'une élection locale. Bien sûr que non. C'est une élection nationale. On ne s'est pas mis dans la tête d'organiser des élections dans toutes les villes de France en même temps, si ce n'était que des élections locales. Tout le monde a bien compris que cette affaire est nationale. Et elle est nationale, j'ai envie de vous dire, au moment le plus grave. Ça fait un peu plus d'un an et demi bientôt, que le nouveau Front populaire a remporté les élections. Rappelez-vous de cette histoire. Pourquoi le président de la République a dissous l'Assemblée nationale en 2024 ? Parce qu'il espérait la victoire de l'extrême droite. Parce que le résultat aux élections législatives lui donnait la conviction et la quasi-certitude qu'il nommerait dans la foulée Jordan Bardella Premier ministre. Nous l'en avons empêché. Le peuple de France l'en a empêché. Et fort de notre victoire, nous devions revendiquer la possibilité de gouverner. Et nous sommes ici, sur cette tribune, d'une certaine façon, l'équipe de ceux qui n'ont jamais renoncé à revendiquer cette victoire populaire. Parce que si nous renonçons, nous, à cette victoire, alors toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance n'ont plus qu'à rentrer à la maison, plier les gaules et ne plus jamais participer aux élections. Et laisser tranquillement l'extrême droite arriver aux affaires. C'est de ça dont il est question. Et donc, avec ces élections municipales, pour la première fois, vous avez la possibilité, dans les urnes, de dire une bonne fois pour toutes, nous ne renoncerons jamais. Nous ne renonçons pas. Nous avons gagné et nous revendiquons la victoire. Nous avions soutenu un programme et nous voulons sa déclinaison locale. Nous avons soutenu des personnes en qui nous avons confiance. Elles ne nous ont pas trahis et nous leur renouvelons notre confiance. Vous avez la possibilité de renouveler une analyse très claire qui est le macronisme et le carburant de l'extrême droite. Vous savez bien qu'Emmanuel Macron s'était présenté devant le pays en disant « Je ferai reculer l'extrême droite » et entre 2017 et 2022, elle a progressé. Vous savez très bien que c'est à force de maltraiter les habitants de ce pays, à force de nourrir le racisme qui est permanent dans la société, qu'effectivement, l'extrême droite n'a même plus à ouvrir la bouche, elle est satisfaite, et quand elle se présente aux élections, elle bénéficie d'une espèce de prestige d'après lequel elle peut
se retourner devant tout le monde et dire « Mais enfin, Monsieur Macron, Monsieur Lecornu, Monsieur Attal, vous étiez bien d'accord avec nous, puisque vous avez mis des morceaux entiers de notre programme dans votre loi immigration. » C'est ça qui a fait monter l'extrême droite. Ce ne sont évidemment pas les batailles que nous avons menées à l'Assemblée nationale pour empêcher la mise en œuvre de ces politiques. Ce ne sont pas ceux qui se sont battus pour faire tomber Michel Barnier, tomber François Bayrou et tomber Sébastien Lecornu qui ont fait monter l'extrême droite. Ce sont ceux qui se sont accrochés au pouvoir malgré la défaite. Ce sont eux qui sont les responsables de cette progression de l'extrême droite. Et ils en sont tellement certains, tellement convaincus, qu'aujourd'hui, ils tendent la main, comme ils disent. Et pour ce faire, ils inventent toutes sortes de calomnies. Ils montent toutes sortes de campagnes médiatiques pour discréditer, diaboliser, comme on dit, les seuls, ceux qui ont refusé jusqu'au bout la compromission. Rappelez-vous que Michel Barnier a été, disons-le, dégagé. Quelle difficulté y avait-il dans la foulée à refuser François Bayrou? Il suffisait de le censurer, nous l'avions déjà fait. Il existait une majorité à l'Assemblée nationale pour faire respecter le résultat de 2024. Certains l'ont refusé. Certains se sont payés de mots, ont trouvé des prétextes, parce qu'ils ne voulaient pas aller au bout de la confrontation avec Emmanuel Macron. Parce qu'évidemment, la chute de Bayrou à son arrivée aux affaires au début 2025 aurait signifié très clairement où était le problème, non pas à Matignon, mais à l'Élysée, dans les décisions prises par Emmanuel Macron et dans son refus obstiné de respecter le résultat de 2024. C'est bien de ça dont il est question. Et bien sûr, l'élection municipale, partout, la question vous est posée. Est-ce que vous validez l'option des macronistes ou est-ce que vous validez parmi ceux qui s'opposent au macronisme, ceux qui ont décidé de s'y opposer avec constance, avec cohérence depuis 2 ans, en proposant un tout autre chemin pour le pays, ou alors vous préférez, et vous avez le droit, mais vous préférez ceux qui ont décidé de s'opposer dans la conciliation, de s'opposer une fois oui, une fois non, peut-être bien, peut-être pas. Nous vous proposons la clarté. C'est ça que représente cette ligne politique, cette liste. Et je vous le dis tranquille, je suis arrivé en retard, je dois m'en excuser. J'aurais dû commencer par là. Parce que j'étais à Boulogne, j'étais pas à Boulogne, j'étais à Bourg-la-Reine. Donc à Bourg-la-Reine, j'ai dit, je vais à Bourg-la-Reine, et ça leur a paru bizarre, et si je vous dis que j'allais à Boulogne, bref. J'ai été donc à Bourg-la-Reine. Et effectivement, là-bas, il n'y a pas une liste comme celle-ci. On n'a pas réussi. C'est dommage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si nous, insoumis, que je représente, nous sommes dans cette liste d'union, c'est précisément parce que nous avons la certitude et la conviction que nous partageons cet engagement ferme, constant, cohérent. D'une certaine façon, on peut le dire tranquillement, dans cette liste, il n'y aura ni Baguet ni Macron. Jamais. Mais c'est bien. Les autres ont le droit de vouloir autrement. Mais nous, on l'assume tranquillement, c'est ça notre option. Parce que la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, le macronisme est le carburant de l'extrême droite, ce n'est pas une phrase prononcée par un insoumis. J'y adhère totalement. Ce n'est même pas une phrase prononcée par Pauline. Peut-être que tu l'as prononcée un jour. Et je ne crois pas qu'Elsa l'ait prononcée. C'est une phrase qui a été prononcée par Boris Vallaud, le président des députés du groupe socialiste. J'aurais aimé qu'il ferme le jerrycan, vous voyez. C'est ça qui est en cause. Et c'est d'autant plus grave que, évidemment, dans 1 an, vous avez une élection présidentielle. Et nous ne savons pas encore comment nous allons nous arranger. Je le sais, on le sait tous. Mais ce qui est certain, c'est qu'au soir du premier et du deuxième tour, on va être compté. Et on va nous dire « Ah, finalement, on vous a pas fait confiance, on vous a sanctionné, vous êtes trop divisés. » Si vous êtes unis, donc en plus, il faut régler cette question. Mais en tout cas, à chaque fois, on va vous dire « Ah ben, vous vous êtes discrédité dans l'opposition à Emmanuel Macron. Finalement, les gens ne veulent pas
que vous vous fâchiez avec le macronisme. Finalement, il y a un autre chemin possible. Peut-être que vous pourriez faire quelque chose de plus raisonnable. Du Macron un peu de gauche. Et vous voyez qu'en réalité, en politique, si nous n'avançons pas sur des principes clairs, eh bien, nous allons reculer. Et alors, bon, moi je suis un insoumis, hein. On peut me promettre 1000 défaites, je repartirai au combat. Je pense qu'Elsa, c'est pareil. On t'a promis 1000 défaites et t'as remporté plusieurs victoires depuis. Et c'est pareil pour Sabrina, évidemment. Donc, on ira faire ce qu'on doit, à chaque fois. Mais sachez-le bien, ce sera forcément plus difficile. On ne rechignera pas à la tâche. Mais si vous ne nous permettez pas d'avancer dans cette élection, eh bien, évidemment, vous aurez choisi de nous mettre dans une situation, de nous mettre tous, le pays, dans une situation où on sera sur le reculoir. À regarder 2027 en se disant par quel bout on va l'attraper, vous vous rendez compte? Et surtout, vous allez offrir d'une certaine façon une opportunité à nos adversaires, qui n'en ont vraiment pas besoin, de nous pilonner médiatiquement en nous expliquant « Ah, vous avez vu, ils sont pas si bons que ça, et ceci et cela, etc. » Parce que vous avez vu leur capacité à prendre leurs cauchemars ou leurs rêves pour des réalités et à nous répéter en permanence que c'est pas possible, qu'on a gagné mais pas vraiment, que nous sommes des odieux, etc., etc. Je passe sur les campagnes les plus abjectes. Vous savez que ce qui nous est reproché en réalité, c'est notre fermeté, notre cohérence, notre constance et notre intégrité. Je suis obligé de le dire. Vous savez, je ne suis pas modeste. Mais je sais aussi que c'est pas très bien vu de dire autant de choses agréables et positives sur soi-même. Mais vous avez remarqué aussi que si nous le faisons pas nous, ils le feront pas pour nous. Donc, je vous le dis avec tranquillité. Nous sommes constants, cohérents, intègres, volontaires, et ça mérite bien d'être récompensé par un vote. Voilà ce que je vous dis. C'est aussi simple que ça. Une dernière chose, j'ai été épaté. Parce que je suis arrivé dans un meeting, c'est peut-être ça la Boulogne Touch, c'est que je suis arrivé dans un meeting de gauche avec plus de 3 minutes d'avance. Pas moi, le meeting. Et donc, j'ai jamais vu ça, hein, des meetings qui arrivent en avance. Et alors j'ai regardé, c'est pour ça que vous m'avez vu avec mon téléphone tout à l'heure, j'ai regardé le programme et le déroulé qui était prévu. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient prévu entre chaque intervenant 3 minutes. Le camarade qui a pris la parole n'a pas pris 3 minutes pour me présenter. Et auparavant, ça n'a pas été nécessaire de prendre 3 minutes pour présenter chacun. Alors je me suis dit que comme on avait un peu de rab, on avait presque 3 minutes et que j'allais vous faire un tunnel. Et puis je me suis repris et j'ai réfléchi, je me suis dit non, en fait ils ont pensé 3 minutes parce qu'ils se sont dit qu'il y aurait au moins une standing ovation et je vous propose de la faire pour Pauline Rapilly-Ferniaud. Maintenant, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre en photo cette pancarte magnifique? Parce que j'ai oublié de citer dans mon discours Plus belle la vie et je voudrais que ça reste pour la postérité. Est-ce que vous aviez prévu un mot de transition? Est-ce que je vous casse le truc ou non? C'est bon? Ok. Non, parce que c'est bien parce qu'Aurélien a fait un bel hommage au travail difficile de Thomas et Judith qui sont toujours là pour me cadrer, me rappeler le temps, me rappeler la loi. Et je pense qu'il faut les applaudir pour ça. Parce que depuis 2020 ici, j'en suis à ma 7e campagne. Je sais pas si c'est la 5e, 6e avec eux, mais je pense que sans eux, tous les comptes de campagne n'auraient jamais été validés, les listes n'étaient pas déposées à l'heure, et la moitié de ce que vous voyez imprimé n'aurait pas existé. Donc je pense que vous pouvez à nouveau applaudir Thomas et Judith, qui permettent à nos idées de devenir réalité à un moment. Ah, le détourage, ah oui, tu fais bien de demander. Le détourage, c'est Caroline, notre incroyable graphiste, que vous pouvez applaudir, qui est ici, juste à côté de la caméra. Et je passe un message à des gens qui voudraient la recruter, c'est non, parce qu'on m'a déjà recruté mon vidéaste Simon, du coup c'est hyper compliqué de l'avoir. Donc plus personne ne recrute mes équipes de campagne avant qu'on gagne la mairie. Sur un ton plus sérieux. Merci à tous d'être là. Je suis toujours très contente de voir des têtes que je connais et je suis encore plus contente de voir des têtes que je ne connais pas. Et donc bienvenue à vous pour votre premier meeting, première peut-être passage dans un
un événement politique ou dans un événement de gauche. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas toujours été à gauche. Vous voyez, on est accueillant. Et vous inquiétez pas, tout se passera bien. À la fin, à gauche, on paye les bières. Non, Hamza, t'es de gauche maintenant, toi. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici à Boulogne-Billancourt, mais en particulier du côté Billancourt de Boulogne. Sabrina et Elsa ont parlé du 92 comme un territoire qui est perçu comme très riche, très privilégié et qui est aussi un territoire plein d'inégalités. Et ces inégalités, elles se retrouvent aussi à Boulogne et elles sont particulièrement marquées sur le territoire et on pourrait le découper entre Boulogne et Billancourt. Et on pourrait aussi découper la politique du maire entre Boulogne et Billancourt. Ces électeurs sont à Boulogne, tout est pour Boulogne et les gens qui votent moins pour lui sont à Billancourt et on l'y voit beaucoup moins. Ici, côté Billancourt de la ville, c'est un endroit où pendant des décennies, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont venus chaque jour faire ce qu'était la richesse de la France. Et c'était, alors j'ai négocié avec le communiste, est-ce que je pouvais dire capitale ouvrière? Il m'a dit non, tu peux pas vraiment dire capitale ouvrière. Mais je peux dire que Boulogne-Billancourt a été une ville ouvrière industrielle et que la plus grande usine Renault de France était ici, avec en 1937 33 000 ouvrières et ouvriers qui venaient tous les jours travailler ici. Essentiellement des hommes et des immigrés, mais aussi des femmes. Et au plus fort de l'activité, il y avait une voiture qui sortait toutes les 1 minute 30 ou 40 des usines Renault ici, autour d'ici. Le 27 mars 1992, on vous avait promis un petit moment histoire de Boulogne, donc là c'est mon moment. Le 27 mars 1992, aux alentours de midi, la dernière voiture fabriquée sur cette chaîne de montage sort, et c'est la fin d'une histoire. Et l'usine de l'île Seguin, c'est une histoire particulière. C'était le lieu privilégié de pression sur le gouvernement. Alors vous le savez peut-être pas, ça vous paraît un peu exotique d'être de gauche à Billancourt, et en réalité à une époque, c'est ici que se sont joués beaucoup de conquis sociaux, parce que les grandes grèves, les grandes mobilisations et les assemblées générales de mai 68, eh ben elles avaient lieu tout autour d'ici. Et j'avais ramené le magnifique logo qui va rappeler aux plus anciens d'entre nous quelque chose qu'on voyait à peu près tout autour de vous à Boulogne, c'était les usines Renault, et vous voyez cette image ce logo Renault un peu partout. Et c'est important de rappeler cette histoire, parce que quand on parle de Boulogne-Billancourt aujourd'hui, on dit tout le temps l'une des villes les plus riches de France, ville des cadres, des familles, une ville bourgeoise. Et d'ailleurs, si vous voulez rigoler, vous prenez... oui, attends, j'emprunte à Sabrina notre 12 pages. Vous voyez, dans tous les programmes des autres, vous allez voir un petit trombinoscope des candidats et candidates. Et si vous voulez rigoler à droite, vous comptez les 2 machins et les 2 trucs. Ça ira peut-être plus vite d'ailleurs de compter ceux qui n'ont pas de particules, tellement ils représentent du coup la bourgeoisie du nord de Boulogne. Et d'ailleurs, il y a Antoine de Gerfagnon, notre députée c'est Elisabeth de Mestre, tous issus de familles bien nées. Et nous, à côté, on serait un peu, la surprise, les exotiques, les excentriques. On dit tout le temps, c'est marrant, ils font campagne à gauche à Boulogne. Waouh, union de la gauche, putain, c'est hyper osé. Ah, avec la France insoumise, waouh, avec le communiste. Ok, si ça vous fait marrer. Mais en fait, nous, ici, on est les héritiers et héritières de ceux qui, ici, ont lutté pour améliorer les conditions de travail. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. À une époque, on disait de Boulogne que quand Billancourt éternue, la France s'enrhume. Pour vous dire à quel point c'était la capitale des luttes sociales. Et Jean-Pierre m'a dit de rappeler que jusqu'en 1956, il y avait aussi un député communiste qui s'appelait Roger Boisseau. Voilà pour la postérité de Roger Boisseau. J'en profite pour introduire du coup une de nos premières mesures, qui sera d'avoir un lieu de la mémoire industrielle et ouvrière ici, pour rappeler aussi l'histoire de tous ces ouvriers qui étaient pour beaucoup aussi des immigrés, qui ont fait la richesse de la France. Et si tout a changé autour, ce qui n'a pas changé, c'est tous les bâtiments autour de nous, Place Haute, où était logée une partie de ces ouvriers. Et j'en viens à Place Haute. C'est un lieu doublement historique, parce qu'après avoir été capitale ouvrière de la France, allez, je le dis, Boulogne, ça a été aussi la capitale du rap français. Et je vous incite à lire ce livre, Boulogne, une école du rap français. Alors vous pensez peut-être à Booba, mais je vous jure, faut pas se limiter à ça. La quantité de rappeurs qui sont issus de Place Haute ici, dans les années 90, fait de Boulogne une exception française. Et donc de capitale ouvrière, les enfants de ces ouvriers ont fait de Boulogne la capitale du rap français. Et ça m'amène à ma deuxième mesure. Nous, à la mairie, on ouvrira une salle d'enregistrement et de répétition pour que toutes les futures stars de Boulogne puissent, ou pas forcément stars d'ailleurs, puissent aussi avoir les moyens de remettre Boulogne sur la carte de la musique en France.
Et alors, petite anecdote sur cette mesure, peut-être que ça verra le jour, même si on ne devient pas maire. Mais bon, nous, nos promesses, on les tient. Ça fait partie des mesures qu'on a retrouvées dans le programme de Baguet. J'en reparlerai plus tard, mais le maire s'est largement inspiré de notre programme. Preuve qu'on commence à prendre de l'ampleur à Boulogne, puisque ça s'est retrouvé mot pour mot, écrit exactement pareil, dans son programme, publié 3 jours après nous. Donc peut-être que ça verra le jour. Donc je disais tout autour, tout a changé, vous ne reconnaîtrez rien des usines Renault. Par contre, les logements ici, ils n'ont pas bougé, c'est peut-être les seuls logements un peu sociaux qui sont restés. Et ça m'amène sur la question du logement qui a largement été évoquée. Du coup, je ne vais pas passer des heures dessus, même si c'est très cher à nos camarades communistes. Mais nous, on a un plan pour faire 7000 logements sociaux pour atteindre les quotas SRU, pour permettre aux Boulonnais de déménager, aux enfants de ces anciens ouvriers, aux petits-enfants des ouvriers de pouvoir se loger encore à Boulogne, mais aussi les enfants des Boulonnais tout court. Parce que quand on est enfant de Boulonnais, et c'est mon gros problème pour militer à gauche, c'est que la plupart de mes camarades militants de gauche ici finissent par déménager, parce que c'est trop cher. Et donc il est urgent de permettre aux Boulonnais, de gauche ou pas, mais en tout cas aux Boulonnais jeunes, de pouvoir se loger ici. Et pour ça, au passage, j'ai une petite pensée pour les habitants des squares de l'Abre et des Moulineaux qui vivent dans l'incertitude d'un projet de renouvellement urbain qui est un peu flou. Et ce coin de Boulogne, parce qu'il y a 2 poches un peu oubliées de Boulogne, qui sont les quartiers populaires. Et on avait croisé des habitants dans la rue qui nous avaient dit « Ah, moi j'habite là-bas, s'il vous plaît, si vous êtes maire, détruisez tout, c'est horrible. » Alors on va pas tout détruire. Mais on promet qu'à la mairie, on accompagnera les habitants pour faire le projet avec eux et qu'on n'ait que des logements dignes à Boulogne et plus ces coins un peu indignes et honteux. Évidemment, ça fait pas honte au maire, c'est côté Billancourt. Autre sujet, logement. Ça fait des mois qu'on fait campagne. Alors j'ai un peu été vexée parce que Elsa t'a dit ça fait des semaines qu'on est sur le pont. Ça fait des mois qu'on dort plus, mais c'est pas grave. Depuis des semaines, disons qu'on est plus nombreux à ne pas dormir. Au début, on n'était que quelques-uns. On fait campagne, nous, sans jamais, et c'est vraiment une particularité de la gauche, sans jamais promettre ni un emploi, ni un logement aux personnes que nous rencontrons. Et pourtant, il y a souvent des gens qui nous disent « Mais si vous êtes maire, si vous êtes élu, est-ce que je peux avoir un logement ? Ou est-ce que je peux avoir une place en crèche ?» Parce que c'est comme ça que ça marche à la mairie. Nous, on vous promet une chose, que vous votiez pour moi ou pas, si on arrive au pouvoir, vous aurez plus de chances d'avoir un logement. Mais même si vous n'avez pas voté pour moi, les critères, on les rendra transparents et ce sera les mêmes règles pour tout le monde. Il n'y aura pas besoin d'être proche du maire pour avoir son logement ou sa place en crèche. Si je parle maintenant, parce que du coup ça m'emmène un peu sur une zone de corruption, problème de probité, de transparence, etc. Et là je ne veux pas être attaquée en diffamation. Donc je prends avec moi l'article de Mediapart, et tout ce que je citerai, ce sera uniquement en Mediapart. Est-ce que vous avez entendu parler de l'équipe de basket de Boulogne-Billancourt ? Ah, quand même. Eh bien, figurez-vous qu'à ce sujet, donc je fais très très attention, je vous la résume en gros. Le maire, il a voulu une équipe de basket. Il s'est dit, je vais la racheter à mon copain Balkany, parce que les caisses de Levallois étaient vides. Donc il rachète. Super affaire, c'est quelques millions d'euros, vraiment, c'est une affaire en or. Faut pas discriminer les autres maires du 92. Donc la face connue par nous tous, et moi en tant qu'élu au conseil municipal, c'est le fait qu'on a mis 13 millions d'euros d'argent public sur le basket, depuis 2020. Ce qu'on a découvert après, et attention, je mets bien du conditionnel partout, donc tous ceux qui filment et tout, c'est au conditionnel. On aurait découvert qu'il aurait négocié avec des sociétés qui avaient des projets à Boulogne, la possibilité ou non d'avoir leur permis de construire en échange d'un soutien au basket. Par exemple, une société Red Tree Capital qui a été sollicitée par Pierre-Christophe Baguet en disant bah voilà, vous pouvez investir dedans. Mais eux, ils se sont dit mais nous, on est une société de gestion, on n'a pas besoin de visibilité, on n'a pas besoin d'investir dans le basket. Et puis quelques temps après, il y a un des membres de cette société de gestion, un membre du comité exécutif, qui se dit ben on a un problème. Ça fait plus de 3 semaines que j'arrive pas à prendre rendez-vous avec le maire de Boulogne. Et il dit, je cite, je me demande sérieusement si ce n'est pas l'effet du non-accompagnement basket. On va laisser l'enquête suivre son cours, mais avec nous, on peut d'ores et déjà vous annoncer que c'est terminé. Nous, ce sera le sport pour tous, et il n'y a plus de « j'achète ma petite équipe pour être assis en tribune présidentielle à côté de mon copain Balkany parce que ça me fait plaisir ». Et ça, c'est terminé. Nous, on s'occupe du sport pour tout le monde. Et là, ça me permet de venir à notre sujet. Alors là, peut-être vous en avez moins entendu parler, de la patinoire de Boulogne. Qui a entendu parler de la patinoire de Boulogne ? Eh ben bravo, ça c'est grâce au collectif Patiner à Boulogne. Je suis pas sponsorisée, hein, juste je les soutiens, qui ont fait un énorme travail. La patinoire de Boulogne, c'était 100 000 entrées tous les ans,
un des seuls lieux de Boulogne de mixité sociale. Et quand je vous dis que le maire il fait une politique pour Boulogne, une politique pour Billancourt, et ben la patinoire c'est exactement l'illustration de ça. C'est des gens bourgeois du côté Billancourt qui partent tous les ans au ski et qui prennent l'avion quand ils veulent, qui ont expliqué à des gens de Billancourt qui partent beaucoup moins en vacances et beaucoup moins loin que fallait fermer la patinoire pour la planète. Et ben je suis désolée, l'écologie c'est pas ça. Et je vous refais pas toute l'histoire, mais retenez que ni les arguments écologiques, ni les arguments financiers, ni juridiques ne tiennent. Et je sais pas s'il y a des gens de patinage à Boulogne qui sont là, mais je pense qu'on peut les applaudir pour le travail énorme qu'ils ont fait de mobilisation. Parce que c'est pas dans le BBI que vous auriez lu une seule ligne sur la patinoire. Quand vous lisez le BBI, vous avez l'impression que le maire avait absolument raison, que la patinoire c'était un scandale et que c'est génial de l'avoir fermée. Et j'en viens à ma mesure préférée. À la mairie, ce BBI, aujourd'hui c'est un journal de propagande qui dit que le maire est génial, avec une photo de lui à chaque page. Peut-être que vous l'avez dans chacune de vos villes, sauf les villes de gauche, je suis sûre que c'est beaucoup plus pluraliste. Exactement. Eh bien nous, si nous arrivons à Boulogne, à la mairie, nous faisons du BBI, le journal Boulogne-Billancourt indépendant. Et donc il ne dépendra plus de la ville, vous aurez un journal qui vous donne des actualités diverses, et surtout, dans lequel vous pourrez lire des critiques de notre équipe municipale et de moi en tant que futur maire, et vous serez informés pour être des citoyens informés. Et mon tract préféré est sorti aujourd'hui. On vous a imprimé des BBI indépendants. À l'intérieur, on détaille nos mesures sur la démocratie. Et à l'arrière, vous pourrez retrouver un petit jeu et à l'intérieur, un coloriage fait par Caroline pour vous illustrer les futurs BBI indépendants. J'ai vu que le jeu fonctionnait bien parce que pendant que je parlais tout à l'heure, Sabrina était en train de faire le questionnaire. C'est un mot croisé avec nos mesures. Donc il y a plein de BBI indépendants sur les tables là-bas, avec du contenu quand même sérieux dedans. J'ai vérifié, c'était les bonnes réponses pour l'instant. Tiens, je peux vous donner des BBI indépendants si vous voulez aussi faire un... Pour revenir sur le BBI, aujourd'hui, ce que vous pouvez y lire dedans, c'est « Le maire est génial, c'est incroyable ». Et régulièrement, si vous le lisez, vous voyez « Boulogne, top 1 du palmarès, non, Boulogne, top 1 de ça, top 1 de ça ». Même quand ça vient d'un classement de valeurs actuelles ou du JDD, ça les dérange pas. On est classé numéro 1 par l'extrême droite quelque part, c'est super. Peu importe si ces médias sont des médias qui portent en eux un projet de rejet de l'autre ou qui accentuent les perfs divers, aucun problème. Et d'ailleurs, en parlant d'extrême droite, il faut que je vous dise que pendant cette campagne, j'ai jamais autant eu de remarques comme celles que je vais vous citer. Des personnes qui m'ont confié leur crainte de montée du racisme, qui me disent des choses comme « Regardez, comme on nous insulte dans les médias » ou j'habite là depuis 50 ans, mes enfants sont français, mais j'ai peur pour eux. Ou encore, cette dame, lorsqu'on a enregistré une vidéo avec Simon, je pense qu'il s'en souviendra. Bon, alors je confesse, j'ai d'abord fait un espèce de jugement au faciès, parce que quand j'ai vu cette dame, j'ai d'abord pensé que c'était une électrice bourgeoise de droite. Perdue. Elle a toujours été en France, toujours été de gauche, mais elle ne vote pas, puisqu'elle est algérienne. Et malgré toute sa vie en France, et ses neveux français, et ses enfants français, et bien là, elle s'inquiète sur la montée des discours racistes qu'elle entend, etc. Et je lui avais demandé, mais pourquoi après 50 ans en France, vous n'avez pas demandé la nationalité? Moi, je pense pour pouvoir voter pour moi, évidemment. Et elle me répond, et là c'est un peu moins drôle, je ne veux pas, j'ai trop peur qu'on me dise non, et ça me fera trop mal au cœur. Et je veux le dire à chacun et chacune d'entre vous, votre nationalité, vos papiers, à jour ou pas, on s'en fiche. On est tous boulonnais et boulonnaises pareil. Et si nous sommes à la mairie, vous pouvez applaudir ça, on est tous boulonnais et boulonnaises pareil. Et si nous sommes à la mairie, quoi qu'il se passe en 2027, nous ferons de notre ville une ville refuge. Et parmi les mesures du programme, on a une mesure qui était chère aux Insoumis, mais qui a été largement acceptée par l'ensemble de la coalition de la gauche dont elle faisait sens. La ville offrira un soutien légal et juridique à tous les Boulonnais et Boulonnaises qui porteront plainte comme victimes de discrimination, racisme, antisémitisme, islamophobie, sexisme ou LGBTI-phobie. Et pour faire réellement que chaque Boulonnais soit avant tout reconnu comme un Boulonnais, on se donnera les moyens que chaque Boulonnais puisse participer aux décisions de la ville en faisant une vraie démocratie participative. C'est tout expliqué dans notre BBI, mais là je ne peux plus vous le montrer puisqu'il y a 2 personnes qui sont activées à remplir le mot croisé. Mais vous voyez les conseils de quartier? Les conseils du quartier, je vous explique.
C'est le maire qui choisit parmi les personnes qui a le droit d'y être, qui a le droit de ne pas y être, parmi les bénévoles. Et ensuite, vous avez l'immense privilège de pouvoir vous asseoir un peu comme vous l'êtes devant moi aujourd'hui, écouter le maire dire qu'il est génial, applaudir, et ensuite vous avez des petits fours. Et quand vous êtes au conseil de quartier, vous avez aussi le droit de relayer la propagande du maire en général. Donc moi, à chaque fois que j'ai eu des petites déconvenues avec la mairie, tous les conseillers de quartier ont reçu des messages WhatsApp leur expliquant à quel point j'étais horrible, etc., avec le récit officiel. Bon, bah ça, c'est fini. Nous, si on arrive à la mairie, les conseils de quartier, la moitié sont tirés au sort. Il y aura un budget propre. Ce ne sera pas pour écouter le maire, ce sera pour discuter des problèmes du quartier. Et les conseils de quartier pourront décider de mesures qui seront soumises au vote du conseil municipal. À côté de ça, on mettra en place un référendum d'initiative citoyenne qui permettra aux Boulonnais de porter eux-mêmes des propositions. Et là, j'en reviens à mon histoire de tous les Boulonnais sont Boulonnais et on s'en fout de leurs papiers et de leurs origines. Pour voter et pour participer à toutes les instances démocratiques de la ville, il suffira d'avoir 16 ans et d'habiter à Boulogne. On ne demandera rien d'autre. Pour que notre ville soit vraiment inclusive, nous voulons aussi un système pour garder à tous les événements de la vie citoyenne, pour que les femmes puissent participer à tous les événements de la vie boulonnaise. Et pour ça, pour être une ville vraiment féministe, on fera des systèmes de garde pour tous les événements de participation citoyenne. Alors on a essayé pendant notre campagne de le faire, on a moins de moyens, mais il n'y a pas un seul événement où il n'y avait pas des magnifiques coloriages préparés par Caroline, avec des petits feutres, etc., pour que les enfants puissent aussi être bienvenus, parce que quand les enfants sont bienvenus, c'est les parents, et souvent les mamans solo, parce que les parents solo sont souvent les mères, qui ne peuvent pas venir. Donc on accueille les enfants pour accueillir tout le monde, et on le fera à l'échelle de la ville. Parce que oui, pour être une ville féministe, il ne suffit pas de faire un BBI tout en rose tous les ans au mois de mars, avec plein de photos de femmes dessus. Je vous jure, c'est ça qu'on fait, ici à Boulogne. À Boulogne, on aime bien dire qu'on est féministe, mais on n'aime pas trop que les femmes parlent. Et là, vous voyez où je veux en venir. L'épisode du micro coupé, si vous n'avez pas vu cet événement, je vous laisse taper sur internet « Pauline Sexisme Boulogne » et là vous tombez sur une vidéo magnifique où je commence toute jeune élue mon mandat, j'essaye d'expliquer que certains adjoints se comportent limite avec moi et que ce serait bien qu'ils aient une formation sur les sujets du féminisme, et là je me fais couper le micro pour que je me taise. Et ça aussi, ce sera fini. Mais j'en profite quand même pour dire un petit mot à toutes les femmes de la liste qui vont se retrouver élues avec nous. Sachez une chose, là j'ai fait ce discours, j'ai eu mal au ventre toute la journée, parce que j'étais stressée. J'avais encore peur d'être nulle ou de ne pas être légitime à être candidate. J'avais peur de décevoir toutes les personnes qui, depuis des semaines et des mois, prennent sur leur temps libre pour dire « votez pour nous, mais surtout votez Pauline », parce qu'il y a ma tête sur le devant de l'affiche. Et ce sentiment de l'imposteur, je vais vous le dire à toutes les jeunes femmes qui vont être sur la liste, une fois élues, ça ne s'arrête pas. Voilà. Et d'ailleurs, je rigolais parce que Elsa m'a demandé plusieurs trucs pour écrire sa note. Elle me disait « Ah, et du coup, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça va? Est-ce que machin ?» Je me suis dit « Bah voilà, même avec une expérience de députée depuis longtemps, elle va rechecker toutes les infos pour être sûre, etc. » Donc, une fois élu, ça ne s'arrête pas. Vous continuerez de douter tout le temps. Vous aurez des remarques plus souvent sur votre physique que sur ce que vous dites. Et vous passerez, je vous le jure, autant de temps à écrire votre discours qu'à vous demander quelle veste vous met en valeur. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait de nous les femmes des meilleures élues. Désolée, Aurélien. Et comme je disais qu'une ville féministe, c'est pas juste des bébés en rose, dans nos mesures phares, on va créer une maison des femmes comme il en existe une à Saint-Denis pour accueillir et accompagner toutes les femmes victimes de violences, créer un lieu ressource pour l'accès à la santé, l'emploi, etc. J'en profite pour remercier Salomé qui m'a offert une BD sur cette maison des femmes à Saint-Denis et que je pourrais vous prêter une fois que j'aurai fini de la lire si vous voulez en savoir plus sur ces programmes. Vous pouvez applaudir Salomé, hein. Bon alors, le temps passe et je les vois pas mais je les sens. Mes camarades écologistes qui se disent « elle parle trop longtemps et elle a pas parlé d'écologie ». Ça vient. Surtout que là, au moment où je vous parle, il a plu de manière continue sur l'Hexagone pendant 40 jours consécutifs, du 14 janvier au 22 février. C'est la série de jours de pluie consécutifs la plus longue mesurée en France depuis 1959. Là, ça va être un peu moins drôle cette partie. On entre à peine dans l'âge des catastrophes climatiques. Si les dégâts causés par les inondations, la pollution et les incendies paraissent déjà gigantesques, je vous jure, c'est rien du tout par rapport à ce qui nous attend. Et là, c'est aussi toujours les mêmes qui vont subir. Vous avez le choix. Alors vous, je sais que vous avez un peu fait le choix, mais les Boulonnais en général, et puis les Français
en général. Il y a le choix entre d'un côté ceux qui ferment complètement les yeux, ou alors qui font de cet enjeu un gadget de communication. Par exemple, le maire, il nous a fait une maison de la planète dont il parle tout le temps. Vous pouvez apprendre la couture. C'est super la couture, mais c'est pas du tout ça qui va nous permettre de faire face. Ou alors, il paye un super projet d'appartement test où un couple va s'enfermer pendant des mois pour manger des cafards élevés avec les champignons de l'eau de leur douche. Je caricature à peine, mais c'est ça, hein, l'investissement écologique de Boulogne. 0 € dans l'énergie solaire, 0 € quasiment pour les passoires thermiques, rien pour adapter la ville. Et de l'autre côté, vous avez nous, ceux qui proposent de transformer la ville, de l'adapter, de la préparer pour qu'on puisse encore vivre bien à Boulogne quand il y aura des pics de chaleur, pour qu'on ne crève pas de chaud dans nos appartements, pour qu'on ne crève pas de froid, et qu'on puisse encore faire de Boulogne une ville agréable à vivre, malgré le dérèglement climatique. Mais surtout, on va lutter contre. Alors, je ne vous fais pas toute la liste des trucs écolos, mais il y a quand même un enjeu majeur à Boulogne, c'est les déplacements. Il faut absolument adapter notre ville pour les cyclistes et les vélos, enfin les cyclistes et les piétons. Et on a tellement rien fait, nous à Boulogne, qu'on a l'impression d'avoir reculé quand on compare avec les villes de droite autour. Donc même Santigny, même Balkany, même tous les autres de droite du 92, on fait un tout petit peu de pistes cyclables, un tout petit peu de trucs. Nous, on en a supprimé quelques-unes. Et donc on a l'impression que Boulogne, c'est la seule ville qui a reculé. Et même quand il y a des accidents graves et des morts tragiques, rien, jamais rien, ne fera dévier le maire de son idéologie anti-vélo. Nous, on assurera évidemment les déplacements à vélo agréables et sûrs pour tous. Et là, c'est le moment où je n'ai pas mon affiche dans les mains, mais vous pouvez la voir partout, je voulais la montrer comme ça. On a fait dessiner par un dessinateur Marcel Samba dans 5 ans, si on est élu. Sur cette affiche, vous avez une idée de ce à quoi pourra ressembler Boulogne si on l'adapte pour les vélos, pour les piétons. Mais pas seulement. Vous avez aussi des petits indices de notre futur politique. Il y a 10 petits éléments qui illustrent chacun 10 mesures politiques qu'on fait, à chercher un peu sur le principe de où est Charlie sur les affiches que vous voyez ici. Donc vous pouvez aller identifier où se trouve le patineur, où se trouve le canapé, où se trouve le panneau 30, et voir en description à quelle mesure de programme ça s'applique. Je vous laisserai jouer avec les affiches de Benjamin Marquette. Et une fois que j'ai évoqué ces super affiches, et un des grands axes, c'est qu'on piétonnisera le boulevard Jean Jaurès. Et cette affiche, normalement, vous auriez dû la voir aujourd'hui partout dans Boulogne. Moi et une dizaine d'autres militants dont je reconnais quelques visages ici, on a passé notre soirée. Ah bah coucou les gars, merci, c'était trop bien hier. On a passé la soirée jusqu'à 1h du matin à coller cette affiche partout. On était hyper fiers de nous, on était en ouais, elle est trop belle notre affiche et tout. Vraiment, on a recouvert Boulogne. Ce matin à 8h, tout était recouvert par le maire. Et ça, c'est énervant. Et il y a quelque chose mi-énervant, quelque part rassurant. Le maire, il a recouvert toutes nos affiches. Il a recouvert toutes celles de Antoine de Gerfagnon, qui est son opposant à droite. Il y a une affiche qu'il n'a pas trop recouverte partout, c'est celle de Judith Chan, la candidate de l'autre gauche. Pourquoi ? Peut-être que cette opposition ne le dérange pas. Du coup, il n'y a que la nôtre qui recourt. Moi, je me dis, c'est bizarre. Mais en même temps, alors, j'ai une ligne, je critique pas trop le reste de la gauche. Mais je vous donne quand même quelques petites infos si jamais on vous demande. Une opposition qui vote contre notre vœu, à nous les écolos, de sécuriser les déplacements vélo. Qui vote contre mon vœu de soutenir les habitants du foyer pour travailleurs migrants. Ou qui me demande de retirer mon vœu en soutien à un papa qui a perdu son enfant à cause d'un accident vélo. Bah, c'est une opposition qui dérange pas beaucoup. Et peut-être que si moi j'étais maire, je voudrais une opposition comme ça aussi. Le maire, il nous fait des énormes rapports développement durable, dans lesquels il n'y a pas grand-chose, beaucoup de communication. Nous, on passe des heures à étudier ces rapports et à démontrer pourquoi c'est du foutage de gueule. Mais ça prend du temps de le travailler pour montrer pourquoi c'est du foutage de gueule. Il y a une autre opposition qui lève juste la main pour dire « Monsieur le maire, moi j'ai l'impression que les poubelles pour les biodéchets, elles sont pas arrivées dans mon quartier. » Bon c'est sûr que ça le dérange pas beaucoup, monsieur Vaguet. Et si vous croisez des gens qui hésitent entre l'opposition raisonnable, c'est-à-dire celle qui ne fait pas de bruit, et l'opposition qui s'oppose vraiment, vous saurez leur expliquer où elle se trouve. Je vous détaille pas toutes les mesures écolo, mais sachez qu'on a un plan végétalisation, un plan contre la pub qui s'appelle Yeux libres à Boulogne. J'aime beaucoup le nom, c'est pas de moi, mais c'est pas bravo. Un plan pour un revenu solaire. Alors ça, si vous avez des questions, vous demandez à Thomas. Mais Thomas, il a un plan pour que, quand on arrive à la mairie, si on atteint le plein potentiel d'énergie solaire à Boulogne-Billancourt, à la fin, chaque ménage peut économiser ou toucher, je ne sais pas, c'est lui qui se débrouille, 200 € par an, par ménage.
Et donc ça, c'est quand on aura atteint le plein potentiel solaire, parce qu'à Boulogne, 0 € a été investi dans le solaire depuis le début du mandat de Pagay. 0 €, ça veut dire même pas une étude. Il s'est même pas dit, tiens, quelle serait la faisabilité? Non, rien, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, du coup, je vous spoil une des mesures de la fiche. Mais donc, il y a des panneaux solaires à trouver parce que ça symbolise aussi le fait qu'on solarisera au maximum la ville. Et enfin, un autre plan contre le bruit. Et celui-là, je vous en parle pour une chose. Pas parce que 63% des Boulonnais trouvent que le bruit est insupportable à Boulogne, même si vous en faites sûrement partie. Je vous en parle parce que notre plan contre le bruit, le maire nous a dit que c'était nul, que c'était à côté de la plaque, que nos mesures ne pouvaient pas être applicables. Et aujourd'hui, dans son programme, il y a notre plan contre le bruit avec les mesures qu'on propose. Donc ça y est, c'est adopté. Et alors, avant de terminer, je veux vous dire quand même un truc que la mairie fait bien, parce qu'on dirait que je fais que critiquer, et après on dit gna gna gna, opposition qui critique tout le temps, pas constructive et tout. Bon, je vous montre un truc qui fait bien, pour de vrai c'est bien. Pour lutter contre les violences sexuelles sur les petits-enfants, le maire a distribué plein de livres à plusieurs classes d'âge qui évoquent ces sujets de manière accessible aux enfants. Donc ça, c'est des livres qui ont été distribués partout par la mairie, et ça, c'est un truc qui est vraiment bien. Et donc, c'est une politique qu'on continuera, mais c'est aussi une politique pour laquelle on ira plus loin. Et l'un de vous quatre a évoqué la 4e députée qui était du nouveau Front Populaire, Francesca. À un moment, il y avait 4 députés de gauche et écolo dans le 92. Il y avait Francesca Pasquini et elle pendant ces élections. Donc maintenant, elle est chez Génération. Et via Nathalie qui m'a sollicité pour que je m'engage là-dessus. Elle s'est beaucoup engagée pour le droit des enfants. Et en suivant son initiative, nous sommes engagés à créer une délégation aux droits des enfants dans notre conseil municipal pour relire toutes les politiques locales à la lumière de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et un objectif majeur, faire reculer la violence contre les plus petits, en coordonnant notamment la prévention, en faisant de la formation des professionnels, transparence sur le recrutement et protocole clair en cas de signalement. Là, vous voyez l'évolution des feuilles, on est presque à la fin, on va pouvoir manger. Moi aussi, j'ai faim. Mais là, ce serait très très grave de finir mon discours sans quelques mots d'hommage. D'abord, je crois que je suis obligée de faire, et d'ailleurs ça me fait plaisir, de faire un hommage à Robert Créange, militant communiste, figure historique de Boulogne, qui était sur la liste des communistes en 2020 et qui est décédé depuis. Toute sa vie, en plus d'être militant communiste, il a milité pour la mémoire des personnes déportées. Ses parents avaient été arrêtés et sont morts dans des camps quand il était petit. Donc lui, qu'il a grandi à Boulogne. Si vous êtes boulonnais, je ne peux que vous conseiller le livre de Claire qui est de sa famille et qui a écrit en partie ses mémoires. Parce que si vous êtes boulonnais, vous allez en plus lire ce livre en vous baladant dans des lieux que vous connaissez. Et je pense que c'est important de se rappeler cette histoire qui est en fait pas si ancienne, mais dont les témoins premiers vieillissent et nous quittent. Et on a l'impression que c'était très très loin et que ça ne peut plus jamais revenir. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a l'impression que les héritiers du nazisme se baladent tranquillement en étant candidats aux élections municipales un peu partout. Et donc je voulais porter un hommage à Robert Créange. Je veux aussi rendre hommage à Pierre Tripier, qu'on était peut-être moins nombreux à connaître, mais qui était le doyen du groupe écolo quand je suis arrivée en 2020. Du coup, il était sur ma liste, on n'était pas sur les mêmes listes communistes et écolo. Et Pierre, s'il ne s'était pas obstiné à m'écrire toutes les semaines, voire tous les mois quand j'ai adhéré au parti écolo, peut-être que je n'aurais jamais rencontré les écologistes de Boulogne, que je n'aurais jamais été candidate en 2020 et que je ne serais pas devant vous ce soir. Pierre, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je vous demande aussi de l'applaudir pour lui rendre hommage. À la fin, sur ce petit fascicule que vous pouvez trouver ici, alors je ne peux pas vous dire à quel point tous les candidats de ma liste sont géniaux, mais je vous assure qu'ils sont tous géniaux. Et en particulier, dans tous ceux que je suis très fière d'avoir sur ma liste, les autres, soyez pas vexés. Et Thomas et Judith, je vous ai déjà dit bravo, donc c'est pas vous. En tout dernier, on a Maryse et Rémi. Maryse, c'était la femme de Pierre, mais c'était aussi c'est une militante communiste, un pilier du groupe communiste, et elle est dernière de notre liste, et je suis particulièrement fière parce qu'en 2020, Pierre et Maryse étaient du coup sur 2 listes différentes, puisqu'on n'avait pas fait liste commune. Je pense que Pierre aurait été particulièrement heureux de savoir qu'aujourd'hui, on est sur la même liste avec Maryse. Et en avant-dernier, il y a Rémi, à qui je dois, donc Rémi évidemment toujours vivant, puisqu'il est sur la liste et qui est là ce soir, et à qui je dois beaucoup,
Parce que quand je suis arrivée au conseil municipal en 2020, toute jeune élue, que je m'en prenais plein la gueule, et ben Rémi, sans le savoir, il a été super féministe. Parce qu'on n'était pas souvent d'accord, mais une fois qu'on avait décidé, et ben il me soutenait jusqu'au bout. Quand le maire me coupait le micro, lui, il gueulait. Et il m'a appris énormément de choses, donc pour tout son travail de transmission, pour avoir fait que je ne sois pas complètement perdue quand je suis arrivée. Merci Rémi, et je vous demande de l'applaudir. Ah bah parfait. Ma sœur qui arrive pour la conclusion. Faut que je dise merci à Lina parce qu'il y a une super photo de campagne en 2022 et quand je vous parlais des meufs qui doutent tout le temps d'elles, qui se disent qu'on commande d'abord le physique avant leurs idées, etc. Et ben Lina, elle a été suffisamment sympa pour me maquiller gratos pour que j'ai une super belle tête et du coup ma photo de 2022 c'est ma plus belle photo que j'ai réutilisée partout. Donc merci Lina. Et enfin pour mot de conclusion, une petite anecdote. Quand j'étais candidate en 2020, et le monde a tellement changé en 6 ans que j'ai l'impression que c'était dans un autre monde. Et puis moi, ça fait 7 campagnes depuis, donc vraiment 2020, c'était une autre Pauline, un autre monde. Et bien à l'approche du premier tour, j'ai demandé à un cadre écologiste, mais David, si jamais je gagne à Boulogne, vous viendrez m'aider quand même un peu? Il avait rigolé, et je comprends, et il m'avait dit, tu sais Pauline, si tu gagnes Boulogne, on aura d'autres problèmes. Ça veut dire qu'on aura gagné la France. Et puis depuis, j'ai appris. J'ai adapté mon objectif. Si on gagne Boulogne, on gagne la France. Ok. Et au début de mon discours, je disais, à l'époque, on a souvent dit quand Billancourt éternue, la France s'enrhume. C'était le temps où Boulogne était la capitale du progrès social. Et bien, il est temps de refaire de Boulogne la capitale du progrès social. Si on gagne Boulogne-Billancourt, on gagne la France. Et donc, pour amener au pouvoir nos valeurs, pour que la France soit populaire, écologiste et féministe en 2027, les 15 et 22 mars 2026, faisons de Boulogne-Billancourt une ville populaire et écologiste. Prenez des photos de tous les gens debout là. Eh ben, encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus. On ne se quitte pas comme ça parce que, à partir du moment où vous avez mis un pied dans cette salle, vous ne le saviez pas, mais vous êtes partis pour 10 jours de campagne intensive. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir de la salle sans que Thomas ou Judith vous aient mis dans la boucle WhatsApp. On a plein de tracts là-bas, plein de matériel. Si vous voulez jouer à faire le petit jeu fléché, voilà, que du coup Elsa a réussi, mais ne regardez pas les réponses. Il se trouve sur la table derrière vous. Et dernière chose, qu'est-ce que je vais annoncer? Il y a un buffet qui est quelque part en fond de la salle. Et une fois qu'on aura fini de dévorer le buffet, ceux qui ont encore envie de rester avec nous, on ira boire des bières au bistrot La Ferme juste à côté. Ils sont prévenus, on l'a dit à peu près 20 personnes. Mais bon, vous pouvez venir à 150, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis à tout de suite pour discuter avec vous.